La voix. Je découvre ma La voix. voix. La voix. La voix des autres. À quoi ça sert la voix? Pourquoi on parle? Pourquoi ma voix n'est pas la même quand je m'exprime ici, devant mon micro pour vous, ou face à une amie intime? Pourquoi ma voix, cette vibration qui met mes mots, mes phrases en son, n'a pas la même résonance quand je parle d'un sujet ou de quelqu'un, quand j'utilise la troisième personne, ce on qui rassemble, ou quand je parle en je? Et si c'était ça la voix juste? Et si apprendre à placer sa voix, c'était apprendre à parler de soi? Platon ne disait-il pas que la voix est le reflet de l'âme? Je vous souhaite une bonne écoute, vive et attentive, pour la suite et fin de cet entretien. Bon, c'est un texte de Jean Edernalier, ça fait évidemment sens parce que grande voix, Jean Edern, il avait une espèce comme ça de gutturalité un peu, avec un tout petit peu de slave derrière, on ne sait pas, parce que c'est pas slave par ses origines, mais slave par ce... C'était un grand dadais lyrique, quoi. C'était un mec tout le temps sur son cheval qui, entre Don Quichotte et Cyrano. Chez Jean Edern, il y avait ces deux figures-là héroïques, quoi. C'est-à-dire qui préfèrent s'inventer des causes héroïques, enfin, ou transformer la réalité pour que ce soit des causes à la hauteur de son héroïsme. Il y avait quelque chose comme ça, donc qui en faisait parfois des figures de mythomanie, mais qui en fait n'étaient pas si mythomane que ça. Il avait juste ce grand lyrisme de descendeur de vodka qu'il était aussi, quoi. Et donc une voix très, très charmante que j'ai découverte, moi, je crois que j'avais 15 ans. Je regardais une émission littéraire qui s'appelait Boîte aux lettres, animée par Jérôme Garcin, c'est celui qui fait le Masque et la Plume encore aujourd'hui, tu vois. Et tout à coup, je crois que c'est ça, c'est en 84, donc j'ai 17 ans, je dis plutôt 83-84, il vient de faire paraître un de ses plus beaux livres qui s'appelle L'Évangile du Fou. Et je vois ce type à la télé qui parle exactement comme sont pas les écrivains tels qu'on se les imagine à 16-17 ans, passionnés de littérature depuis tout le temps. Je faisais une faculté d'économie, mais en même temps, j'avais monté une revue littéraire. Et donc, on est en 89, donc 5 ans après cette émission de télé. Et Jean Edernalier fait paraître en une version pirate des versets sataniques de Rushdie, parce que l'éditeur français qui en avait les droits, il renonce. Il a eu peur de la fatwa. Cet éditeur, c'était Christian Bourgois. Et Bourgois a peur, il ne publie pas les versets sataniques, et Jean Edern, ce côté entre Don Quichotte et Cyrano, reprend l'honneur perdu de l'édition française par terre, laissé au sol comme un drapeau. Il le prend et dit moi je vais faire une édition pirate, on n'a pas le droit, donc il fait venir une traductrice, il publie ça sur du papier journal. Et moi, à ce moment-là, je fais un appel dans la petite revue littéraire que j'éditais à rejoindre les bureaux de l'Idiot un jour donné, et pour qu'on aille tous l'acheter pour soutenir cette démarche d'éditeur. Et j'arrive une heure avant, je discute avec Jean Edernalier, donc il me reçoit dans son bureau. Ah, donc tu l'as rencontré. Je le rencontre. Et au bout d'un moment, on entend beaucoup de bruit dans la cour. Il était juste à côté du canal de Lourdes, dans des petits bureaux qu'il louait, quoi, avec son équipe. Il soulève le rideau et là, il voit 300 personnes dans la cour. Et il se retourne vers moi, il me dit c'est toi qui m'as amené tout ce monde-là. Je lui dis ouais. Il me dit tu veux rester avec nous? Et donc je suis resté j'ai écrit avec lui et j'ai fait partie de l'équipe de l'Idiot de 89 à 91 sur ce truc-là. Donc 5 ans après, on dit ce type-là, pour moi c'est ça un grand écrivain, et c'est ça qu'un jour je voudrais être. Je le rencontre et j'ai partagé sa vie 3 ans. Partagé sa vie, j'ai été un des compagnons de voyage de son aventure éditoriale assez folle qui était l'Idiot international. Et du coup voilà, ça tombe bien parce qu'il parle d'un texte là où il fait une différence entre le narcissisme et l'égotisme. L'égotisme qui est assez porté par Stendhal. Stendhal a écrit un bouquin qui s'appelle Journal d'un égotiste, et je trouve que c'est l'endroit où ce mot-là est le mieux défini, c'est par Stendhal dans ce livre-là. Narcissisme et égotisme sont deux choses différentes. Le narcissisme, c'est une vilaine petite chose, on a envie de se voir dans la fontaine de jouvence et on finit par se noyer. L'égotisme, c'est cette manière qu'on a de tourner les miroirs dans lesquels on se regarde vers l'autre pour qu'ils se reconnaissent. La vraie compassion des profondeurs, c'est d'aider les autres à se reconnaître en vous. Cela vaut toutes les médecines. J'ai toujours dit que la lecture des Possédés de Dostoïevski, de l'histoire de Mouchette ou Sous le soleil Satan de Bernanos est 1000 fois plus en mesure de guérir quelqu'un qui va mal que tous les discours de psychiatres. Parce que le lecteur qui va mal se reconnaîtra dans les personnages, comprendra ces mécanismes et pourra mieux se soigner. L'égotisme, en réalité, c'est un discours de l'universel à la première personne. Monsieur, moi, c'est nous tous.
Jamais l'égotisme ne m'a paru plus nécessaire qu'aujourd'hui. Nous vivons dans le conformisme, dans le discours de masse, dans le discours bourgeois d'autrefois, proclamant « le moi est haïssable, il ne faut jamais dire je ». Je l'ai entendu tant et tant quand j'étais gosse. Or, ce qu'il faut faire renaître aujourd'hui, c'est Monsieur Moi, car Monsieur Moi représente désormais une subversion de l'ordre établi. Rien que le « je » est une protestation. Or, qui ose de nos jours parler à la première personne ? On parle au nom de l'individualisme collectif, un individualisme bizarre et commercial. Nous aimons tous le basket, nous aimons tous les jeans Intel, nous aimons Godard, nous aimons Woody Allen, etc. Le fonctionnement de l'individualisme collectif, c'est le fonctionnement des troupeaux, totalement moutonniers. Le « je », lui, est absolument irréductible. C'est ce qu'on appelait autrefois l'idiosyncrasie, c'est-à-dire le caractère particulier, irréductible de chaque être humain par rapport à un autre. D'où le titre de l'idiot international. Il est très intéressant d'observer comment la civilisation des masses, qui s'est créée au XVIIIe siècle, a changé ses dictionnaires. À l'origine, le mot idiot, idiotesse, grec particulier, exprimait juste la différence. Il est devenu de plus en plus péjoratif. De même, l'idiome révélait la particularité intrinsèque de chaque langue, sa racine, sa texture originelle. On ne demandait pas quelle langue parlent ces bons sauvages de Patagonie, on parlait de leur idiome et avec respect. C'est en pensant au caractère idiosyncrasique des choses autant qu'à l'idiot de Dostoïevski que j'ai choisi d'appeler mon journal l'Idiot International, un journal auquel ma vie est entièrement attachée. Voilà. Il te dit quoi ce texte ? Il me parle magnifiquement de lui, hein. Et je trouve que c'est une bonne propédeutique de ce qu'on vit aussi aujourd'hui, où on est tous des individus qui lèvent le pouce sur Facebook, mais de façon tellement, en fait, on est tellement tous des duplications les uns des autres sur les réseaux sociaux que c'est très difficile de trouver une singularité. En fait, on est dans l'expression, je dirais, d'humeur colérique, on réagit, on commente, mais il y a eu besoin donc d'une réalité avant sur les réseaux sociaux. On n'est jamais producteur de sens, on n'est jamais accoucheur d'un monde. On a besoin de se mettre à la lisière du monde, de regarder passer le cortège pour dire si on lève le pouce ou on le baisse. C'est une autre façon de nous emmener où on veut, quoi. Voilà, et cette idiosyncrasie dont il parle, ce je, ce monsieur moi qui est important, ça revient à finalement cette histoire de voix, quoi. C'est quelle est la musique qu'on est capable de produire. C'est ce que dit aussi Sainte Thérèse d'Avila, faites ce qui est en vous, quoi. Voilà. Un truc qui relève dans la spiritualité, on a ça, quoi. Ce que toi tu peux faire, personne d'autre le fera à ta place. Voilà. Comment on retrouve cette singularité du jeu qui est absolument tout sauf un égoïsme, en fait. C'est-à-dire que pour pouvoir se trouver utile au monde, il faut encore savoir qu'est-ce qu'on fait au monde, pourquoi on est au monde et pourquoi faire, qu'est-ce qu'on a envie d'y faire. Ça parle de la responsabilité aussi, voilà. Mais pour être responsable, encore faut-il savoir qui on est, au sens de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut jouer comme rôle. Et c'est vertigineux de se dire qu'on est producteur de son destin, on est producteur du rôle qu'on veut jouer, de la place qu'on y prend. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de laisser une société nous dire mettez un masque, salut, n'embrassez plus personne. Enfin, je trouve que l'espèce de confort sanitaire auquel on assiste quand on voit que le gouvernement ne perd pas tellement de confiance, d'avis, de bonnes opinions, c'est parce qu'en fait tout à coup en disant à tout le monde, comme le Didi dans le Lotus bleu de Tintin, qui à un moment donné assoit Tintin à une chaise, le ficelle, et lui dit je vais te couper la tête, je vais m'occuper de ton destin. Voilà. Quand je t'aurai enlevé ta tête, tu n'auras plus de soucis, je m'occupe de ton destin. Mais là on est un peu dans le même truc, mettez un masque, vous ne saluez plus, rentrez chez vous à 18h. Je pense qu'il y a plein de gens pour lesquels c'est très confortable parce qu'ils n'ont plus besoin de se poser la question de l'être au monde, quoi. Qu'est-ce que je veux faire dans ce monde, pourquoi j'y suis, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, quoi. Voilà. Une autre phrase de Camus, c'est que un homme, ça s'empêche, quoi. De quoi on s'empêche, mais volontairement soi-même, quoi. Tout ça, on n'a plus ces questions-là à se poser parce que de toute façon, on nous donne un codicile qu'il faut suivre et puis du coup, on peut dire j'y peux rien, c'est un truc qui est au-dessus. Alors aujourd'hui, c'est une sorte de diktat sanitaire. À d'autres moments, c'est parce qu'on est employé dans une entreprise et qu'on a un chef qui nous dit de faire ça, ou qu'on est dans une fonction publique. Moi, j'ai des échanges avec le préfet régulièrement depuis quelques semaines. Et j'ai un préfet, des fois, qui en face de moi me dit « Vous savez, j'ai été conseiller de Hamon, j'ai été au cabinet de Benoît Hamon.
de Najat Vallaud-Belkacem, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais aujourd'hui, je suis un grand commis d'État, je ne peux pas vous laisser faire. Voilà. C'est le genre d'endroit dans ma vie où je ne veux jamais me trouver. Pourtant, ce n'est pas n'importe qui, c'est un préfet. Être dans une situation, une posture excusatoire de ce niveau-là quand on est préfet, ça en dit long sur qu'est-ce que c'est que le destin humain. C'est très difficile à un moment donné, quand on est humain, de se retrouver à un endroit où on est capable de dire à tout moment, je suis là où je veux. Et si j'ai fait ça, on peut faire des erreurs par contre. Mais après, du coup, on peut s'en excuser et pas de. On peut s'en justifier et pas s'en excuser en disant c'est pas de ma faute, c'est les autres, ou c'est parce que mon entreprise m'a demandé de le faire. Tout à coup, d'être toujours. Je reviens à ça parce que tu parlais de mot de responsabilité. C'est la responsabilité en ce sens-là, comme un peintre qui signe une œuvre. Voilà. C'est-à-dire qu'on est acteur et producteur de tous nos actes et de l'empreinte qu'on laisse sur les autres, sur sa journée, sur ses enfants. Voilà. Et puis pour en revenir au sujet de la voix, ce que tu disais par rapport au préfet, c'est aussi le pouvoir des mots. Juste parce qu'il dit « je ne peux pas vous laisser faire », parce qu'il formule cette phrase, c'est comme une petite graine semée qui fait que tu le fasses ou non, tu sais que c'est ça. Exactement. Mais la responsabilité du verbe aussi. Tu parlais de la responsabilité des actes, bien sûr. Mais aussi la responsabilité du verbe, la responsabilité de la parole. Bien sûr. Et puis, mais de toute façon, il y a, par l'intercession de la voix, il y a de toute façon, effectivement, c'est quand on met les mots justes sur ce qu'on fait, sur nos actes, qu'on rentre aussi dans cette espèce de vibration harmonique avec soi-même, qui fait que, voilà, on pose les mots justes parce qu'on est juste à l'endroit où il faut et qu'on sait pourquoi on le fait, quoi. Il y a une question que je voulais te poser. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre les mots lorsque tu écris et les mots lorsque tu parles ? Alors, il y a une différence parce que l'écriture permet la reprise. C'est-à-dire que c'est comme un compositeur avec son piano, il va faire une ligne harmonique, une mélodie, il dit « Ah tiens, cette note-là, elle n'est pas terrible, je vais la reprendre ». Donc, il y a un degré supérieur de musicalité à l'écrit parce qu'on a eu le temps de tester sa phrase, de la faire sonner. Moi, j'écris qu'à l'oreille. Donc, de toute façon, tout ce que j'écris est écrit et passé par la censure de la voix. Il n'y a aucun texte que j'écris sans me l'être dit 20 fois. C'est une fois que je dis ça y est, ce texte, il est écrit, je le donne à lire. C'est même vrai d'ailleurs souvent, même presque pour un post Facebook. De toute façon, il faut que je l'oralise, je le dis à voix haute. Et c'est sa musicalité qui me fait me dire que c'est juste plus que le sens. En fait, c'est Flaubert qui faisait ça. Ouais, il faisait ça pendant des heures et des heures et des heures. D'ailleurs, il s'enfermait et il lisait ses textes et il pouvait changer 25 fois un seul et même mot. Parce une virgule de place ou une respiration. Ouais, exactement. Ouais. Et moi, je travaille exactement comme ça. Donc la différence, elle est dans la finitude, l'achèvement plutôt que finitude. Par contre, c'est le même élan. C'est-à-dire que ma prise de parole puise à la même énergie, à la même volonté de faire concis, de faire formule, de chercher des raccourcis du langage qui relèvent plutôt de la pensée poétique que de la pensée didactique, quoi. Merci beaucoup, Laurent. Même rien, merci. Je remercie Laurent pour la richesse de ses échanges et Cécile pour son accueil doux et chaleureux. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de ce podcast La Voix des autres. Et en attendant, tendez l'oreille et donnez de la voix.